voilà, je vais me glisser entre vous du coup. Alors, merci à toutes celles et ceux qui sont connectés et merci à celle qui est présente pour cette dernière séance du séminaire du semestre. Donc une séance qui a été reportée 2 fois et qui enfin a lieu aujourd'hui. Salut Pavel. Depuis le train, ça c'est bien. Donc une séance autour de la question de l'in situ en présence donc de Flore Garcin-Marou et Aurélie Mouton-Rézou qui sont bonjour Margot, bon c'est chouette, on est en famille quoi. Qui sont toutes les deux enseignantes chercheurs en théâtre et art du spectacle et toutes les deux maîtres de conférences. Donc Aurélie à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Flore à Toulouse, je ne sais même pas comment ça s'appelle l'université, Jean Jaurès, voilà, l'université Jean Jaurès de Toulouse, et qui donc vont intervenir toutes les deux sur un champ d'études qui les réunit assez régulièrement, je crois, parce qu'il y avait eu un colloque l'année dernière, si je ne m'abuse, autour de cette question de la création in situ. Et donc aujourd'hui, l'intervention portera spécifiquement sur la question de la démarche du scénographe de théâtre dans un processus de travail in situ. Comme d'habitude, il y a l'intervention dure, je ne sais pas combien de temps vous avez prévu, à peu près une petite heure, 1 heure d'intervention, et suivi ensuite d'un temps d'échange pour lequel n'hésitez pas à intervenir. Alexis fait la veille des questions, même si vous voulez poser des questions par chat ou réintervenir en distanciel. N'hésitez en tout cas surtout pas à vous manifester si vous souhaitez dialoguer avec Flore et Aurélie. Voilà, et je leur laisse la parole. Je crois qu'on est très contente avec Aurélie que cette séance se tienne, puisque voilà, malgré tout. Et voilà, c'est une année particulière et on est quand même assez ravis d'être ici ce soir parce que ça nous permet effectivement ça nous a permis de retravailler ce sujet qui est un sujet que Aurélie travaille de son côté dans ses séminaires à Paris 3 beaucoup et moi aussi à Toulouse. Donc voilà, ça nous a permis de recroiser nos idées et on est toujours ravis de travailler ensemble. Donc voilà, merci déjà. On commence ? Oui, on commence. Alors, on commence. Alors, pour cette présentation, on a décidé de focaliser sur la démarche du scénographe de théâtre et de partir des grandes missions de la scénographie de théâtre, qui sont configurées un dispositif de spectation, c'est-à-dire un rapport entre la scène et la salle, entre les spectateurs et les joueurs, de construire un espace à jouer pour les comédiens, avec le cas échéant des volumes, des praticables, tout ce qui va leur permettre d'entrer en jeu et de construire le spectacle. Mission aussi de focaliser l'attention du spectateur et de réduire le bruit autour, que ce soit un bruit visuel ou un bruit acoustique, de manière à focaliser l'attention sur la scène. Et puis, mission très importante d'organiser un système cohérent de signes. Alors, partir de ces fonctions du scénographe, pourquoi ? Parce que d'abord, il faut rappeler que ces fonctions ont une histoire, que le noir ne s'est pas imposé d'emblée, que la réduction du bruit, là aussi, ne va pas de soi, que le fait d'avoir une scène praticable avec des volumes, c'est aussi le résultat de toute une histoire, et que donc ces fonctions sont des fonctions auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui, et on peut se poser la question de savoir si jouer in situ, c'est-à-dire en dehors des lieux dédiés au spectacle vivant, c'est pas renoncer au confort, un confort auquel nous nous sommes habitués. Confort pour le spectateur, confort aussi pour l'ensemble de l'équipe artistique, puisque jouer en salle, c'est bénéficier d'un certain nombre d'équipements que la sortie de la salle, évidemment, permet de maîtriser beaucoup moins ou d'utiliser beaucoup moins. Alors, voilà comment on va organiser un peu notre propos. On va commencer par quelques définitions du in situ et des formes dont on va parler. Ensuite, balayer un peu quelques héritages ou quelques filiations dont héritent les pratiques du in situ aujourd'hui. Et puis, on prendra du temps sur une typologie des lieux pour envisager un certain nombre d'exemples
qui nous amèneront ensuite à un petit moment de conclusion et de synthèse sur les défis et enjeux de la scénographie in situ aujourd'hui. Donc maintenant, on voulait vous proposer voilà, des repères bibliographiques. Alors c'est une bibliographie qui est très peu fournie pour ce qui est des arts dramatiques in situ en France. Alors on trouve quand même des ouvrages fondamentaux dans le domaine de l'art contemporain, par exemple le livre de Paul Ardenne sur l'art contextuel, mais il se trouve que par rapport à cette question du in situ, la bibliographie est beaucoup plus fournie en danse, où la recherche est vraiment beaucoup plus avancée sur ce plan, et encore peu sous l'angle de la scénographie. Pareil, voilà, pour les arts de la rue. Alors, il y a aussi au centre une couverture qui s'appelle Le musée par la scène, et qui est donc un ouvrage spécifique sur la question de la programmation et de la création au musée. Et puis ensuite, vous voyez que les deux autres références sont des références anglo-saxonnes. On va en reparler juste après. Donc un ouvrage de Mike Pearson sur le site spécifique, la site specific performance. Mais voilà, pour revenir à la France, il faut dire que la réflexion sur le in situ est largement portée par le réseau des arts de la rue et de l'espace public, avec notamment une plateforme européenne in situ portée par le CNAREP, donc les lieux publics à Marseille, une école dédiée, la FEAR et le MOOC Create in Public Space. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée, enfin l'étendue des références liées au in situ. Alors, la bibliographie rend compte aussi d'un état du lexique sur la question du in situ, puisque l'ensemble de ce que nous allons considérer comme relevant du in situ, c'est-à-dire la création en dehors des espaces dédiés au spectacle vivant, va être appelé sous d'autres noms, par exemple hors les murs, et inversement, ce qu'on appelle in situ peut consister en des petites formes dans des espaces qui n'auront pour nous rien de spécifiquement lié au lieu dans lequel ils se trouvent. On peut désigner sous le nom de in situ des formes scéniques tout à fait semblables à ce qui va se passer en salle, simplement pas dans une institution théâtrale. Donc du coup, il faut revenir sur cette question du lexique et essayer de définir les choses un peu plus précisément. Quand on regarde dans la littérature théorique à ce propos, la plupart du temps, le mot in situ n'apparaît même pas. La première définition sur laquelle on voulait focaliser un tout petit peu, c'est celle de Patrice Pavis dans le dictionnaire du théâtre en 2019. Le terme trouvé est une périphrase, mise en scène liée à un lieu donné, qui est une traduction un peu littérale de l'anglais site specific, qui relève qui signifie assez précisément ce que nous allons entendre par in situ. Lieu trouvé donc dans la réalité, et tout de suite on voit que, alors évidemment il s'agit d'un dictionnaire encyclopédique, que la définition va consister en une série de caractéristiques, un lieu insolite, chargé d'histoire, empreint d'une forte atmosphère par exemple, qui va essayer de caractériser un peu le geste artistique in situ. Deuxième définition de Patrice Pavis, c'est le théâtre hors de soi, à nouveau créé dans un lieu spécifique. Un théâtre hors de soi, c'est-à-dire en dehors des lieux spécifiquement dédiés au spectacle vivant, ce qu'il appellera un lieu traditionnel, fermé et institutionnel. L'accent est mis sur le fait que le lieu, dans le site spécifique comme dans le in situ, n'est pas seulement le cadre, l'endroit d'accueil du spectacle vivant, mais bien la matière même du spectacle et la fin, la destination, l'objectif de son art. C'est donc un jeu de relations entre un amont et un aval, entre un destinataire et puis un créateur. Il faut donc considérer le spectacle à partir des conditions spécifiques de sa production. Alors ici c'est une définition de Marcel Fredfond, qui est une référence en matière de scénographie. Il est né en 1948, décédé en 2016, et il a été un pédagogue, scénographe, passionné, engagé, militant pour que la scénographie soit un acte d'auteur
travaillant beaucoup avec et pour les arts de la rue, sur la fiction de la ville, sa transformation à travers l'art. Et il est notamment l'inventeur de la formule du théâtre infusé dans le tissu urbain. Et donc ici, voilà, on a une définition donc du in situ comme espace brut, où donc on verrait l'irruption du réel où se passe l'irruption du réel sur scène et l'espace brut. Donc, lors de la sortie des théâtres dès le début des années 70, cette recherche du réel s'est traduite par celle d'un espace brut s'exprimant par la récupération et l'investissement poétique de vrais lieux, sorte de ready-made spatiaux, d'espaces trouvés, souvent des lieux usiniers ou manufacturiers désaffectés, dans une sorte de nostalgie ou de fascination, mais le plus souvent dans une démarche pragmatique. Donc, je continue. Au-delà, il y a aussi la disponibilité, la vacuité, la vacance d'un espace que l'on souhaite malléable, tout en bénéficiant de la mémoire du lieu et de sa toponymie identificatrice. Cela forme des lieux décors, vrais ou faux, dont le décor semble inédit, permanent ou évolutif. Donc cette citation encore, et les passages en gras qu'on a notés, sont des termes qu'on va retrouver ensuite dans la deuxième partie de notre présentation, dans les terrains que nous allons étudier. Alors entre le ready-made et l'espace complètement malléable, il y a ce geste du scénographe qu'on va essayer de caractériser. Pour le faire, on va passer par cette définition, cette réflexion plus avancée, plus aboutie peut-être que dans l'espace proprement français et francophone, qui est du côté donc anglo-saxon, celle de Mike Pearson et Michael Shanks. Alors Mike Pearson est un professeur donc au Pays de Galles, c'est aussi un artiste, il a dirigé des lieux très importants et c'est vraiment une des très grandes figures du in situ aujourd'hui dans le monde anglo-saxon et au-delà, hein. Il est connu vraiment de façon très internationale. Donc dans ses ouvrages sur le in situ, il va nous permettre de caractériser le geste du scénographe vraiment dans le type de relation que l'espace scénique entretient avec cet espace qu'on a dit trouvé, qu'on a dit réel, qu'on a dit ready-made, qui est déjà là. Alors je souligne simplement quelques formules qui sont ici en gras. Donc ce sont des performances conçues pour monter dans et conditionnées par les particularités des espaces trouvés. Et c'est là que ça continue peut-être au-delà des définitions qu'on avait jusqu'à présent, des situations sociales existantes ou des lieux. Voilà. Cette définition, du coup, va permettre de caractériser aussi la dramaturgie, hein, qu'il va pointer du côté de la coexistence, superposition, interpénétration d'un certain nombre de récits et d'architecture historique ou contemporaine, en distinguant ce qui relève du site, de ses aménagements, de son équipement et celui qui est apporté au site. Et c'est vraiment dans la relation entre ces deux types d'équipements que va se jouer véritablement le geste du scénographe dans le in situ. Alors, retenons à la formule que la performance et l'œuvre sont indissociables de leur site, seul contexte dans lequel elles sont intelligibles. Et c'est vraiment ça le critère qu'on va conserver pour caractériser ces formes in situ dont on va vous parler, des œuvres inintelligibles en dehors de contexte pour lequel elles ont été créées. Dernier point, Mike Pearson insiste sur le fait que la performance elle-même va jouer à recontextualiser de tels sites. C'est une occupation du site parmi d'autres. Donc cette importance à accorder aux contextes sociaux, aux usagers d'un lieu, doit aussi être considérée du point de vue de ce que le théâtre va faire au site. Et si on revient à ce que racontait Marcel Fredfond avant, Fredfond raconte l'histoire à partir de la notion d'abri, hein, quand le théâtre va investir des abris et finalement s'y trouver très bien et les transformer en théâtre. C'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver d'une manière peut-être plus fugace, moins définitive, moins institutionnelle, dès lors que une performance ayant eu lieu dans un endroit particulier va du coup participer de la mémoire des usages que
que les habitants, que les passants, que les usagers d'une manière générale ont du lieu. Après ce temps de définition, passer à notre deuxième point qui concerne donc les filiations. Donc il va s'agir d'historiciser le in situ et aussi de comprendre ce qui motive des compagnies de théâtre à investir le in situ, à produire des spectacles de in situ. Donc ce chapitre des filiations se divise en plusieurs gestes, je crois qu'il y en a 9. Le premier geste consiste donc pour le in situ à réhabiliter les théâtres antiques. Alors on va aller assez rapidement sur ces parties, hein. On va signaler comme ça des points de curiosité ou des points d'attention. Charge pour vous d'aller investiguer la chose un petit peu plus. Alors, un événement important, c'est le moment où Sarah Bernhardt, la grande Sarah Bernhardt, en 1903, va interpréter un de ses plus beaux rôles, qui est celui du Phèdre de Racine, dans un lieu qui est le théâtre antique romain d'Orange. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ce lieu a un double statut. C'est certes un lieu qui est ramené à sa fonction première de théâtre, mais c'est surtout un lieu qui, entre-temps, a été bien d'autres choses, et entre autres une prison. Et ça n'est que à partir de 1825 que le premier inspecteur des monuments historiques, qui est Mérimée, va s'intéresser à cet espace et va vouloir engager un travail de réhabilitation du lieu, de restauration et de le rétablir dans sa première utilisation. Ceci étant, quand on vient investir le lieu pour d'abord ce qui sera des fêtes romaines et puis ce qui va devenir les chorégies d'Orange, donc ce désir de restaurer un passé ne peut pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé entre-temps, et notamment du fait que ce théâtre est une ruine, et une ruine extrêmement présente visuellement, eu égard à aux pratiques scéniques jusque-là et ce à quoi ressemblent les théâtres. Du coup, quand on joue dans cet espace-là, on joue d'abord dans une ruine avant même de jouer dans un théâtre. Outre donc réhabiliter des théâtres antiques, la deuxième motivation des compagnies peut être d'investir des monuments, des monuments antiques. Donc Hermantier, le théâtre de plein air, aussi aux arènes de Nîmes. Ici vous avez Jules César de Shakespeare qui va être donné aux arènes le 8 juillet 1950. Et on retrouve une critique du Monde qui écrit ceci: « Introduire le drame dans un tel vaisseau engage terriblement. Il ne peut s'agir d'autre chose que de rendre le théâtre à sa nature de jeu sacré. » Et plus loin, Jules César apparaît justement comme la tragédie le plus propre à réaliser en un tel lieu, la communion dramatique. On retrouve aussi des éléments de description dans le journal Combat de cette représentation. J'en cite quelques lignes. « Des torches soudain ont surgi des 4 horizons de l'immense hémicycle. Un silence écrasant est tombé sur la multitude, et César est apparu dans sa pourpre glorieuse, tout en haut des gradins, descendant vers Rome. 20 siècles ont été balayés d'un souvenir de trompette, et le peuple de Nîmes, debout, a acclamé le triomphe de César. Puis l'orage de la grandeur romaine et du génie shakespearien nous a emportés comme fétus dans l'ouragan pendant des heures. » Donc on retrouve dans ces témoignages cette puissance en fait du lieu et aussi le télescopage des époques et aussi cette idée de communion et de restaurer comme une sorte de feu théâtral. Troisième motivation de compagnie, trouver de nouveaux lieux de représentation. Alors ici, il s'agit de mentionner les théâtres de plein air, les théâtres de la nature, les théâtres de verdure, il y en a beaucoup. Vous avez sous les yeux le théâtre de la nature de la Seine-sur-Mer, de 1908. Alors il se trouve que le théâtre évidemment se pratique en plein air depuis l'Antiquité. On connaît les amphithéâtres. En Grèce, des constructions monumentales qui s'ouvrent sur des points de vue naturels. On vient de parler d'arènes romaines. Le théâtre au Moyen-Âge aussi se pratique également à l'air libre, lors des processions, dans les villes, sur les places de marché. Mais les théâtres de plein air
tels que nous les entendons aujourd'hui sont des théâtres qui vont être aménagés à partir du 19e siècle. Et pour ce qui est du théâtre de la nature de la Seine-sur-Mer, donc c'est un théâtre éphémère qui a été ouvert par une chanteuse lyrique qui s'appelle Blanche d'Albe, où se jouera Électre d'Alfred Poisat, d'après Sophocle, qui va être interprété par la troupe Sylvain, Louise et Eugène de la Comédie Française. Et donc qui va donner une unique représentation au milieu de ce site assez pittoresque, parmi les cyprès, les oliviers, les pins. Alors c'est un site qui peut quand même accueillir 4000 spectateurs, mais qui va avoir une durée de vie assez réduite, puisque la Première Guerre mondiale va mettre fin à l'activité de ce théâtre de la nature. Voilà, on peut trouver sur Internet des articles de presse qui nous donnent voilà, les couleurs et l'ambiance qu'il pouvait y avoir lors de cette représentation. À droite, un autre exemple, c'est le théâtre de la nature de Pau. Alors, la construction donc, débute en 1933 dans le parc Beaumont à Pau. Les plans sont dessinés par un architecte paysagiste palois. Il y a 842 places assises, donc ça donne une idée aussi des volumes. Et les artistes, chanteurs, acteurs et comédiens donc, jouent sur une scène de 120 mètres carrés. Et les musiciens de l'orchestre se partagent une fosse de 70 mètres carrés qui est dissimulée par les arbustes. Donc voilà, c'est des éléments qui peuvent nous aider à imaginer ce que pouvaient être ces théâtres de la nature. Flore, excuse-moi. Oui. Sur la Seine-sur-Mer, oui. Est-ce que vous savez un peu comment étaient placés les spectateurs, justement, parce que là aussi il y a une scène surélevée ou, Alors il y a d'autres photos, ouais. Effectivement, où on voit un peu mieux la configuration. Ouais. Là, on peut deviner les gradins. Ah, ce sont les gradins, ouais. Ouais, okay. Vers le haut, tu vois, il y a ouais. Les stries, là où ouais. C'est un peu plus. Voilà. Mais il y a d'autres prises de vue. Alors, difficile d'évoquer les théâtres de la nature sans poser la question de la ruralité et en même temps celle du théâtre populaire en parlant du théâtre du peuple de Busan, de Maurice Pottecher. Donc Busan, c'est les Vosges. Alors pourquoi en parler quand on parle de in situ? Parce que Busan est un exemple complexe et qui est vraiment à la confluence de bien des tendances. Pour en rappeler juste quelques mots, mais très rapidement, Pottecher est un poète, un dramaturge, c'est aussi un petit-fils d'industriel qui se réfère à la fois justement au théâtre antique d'un côté, au théâtre élisabétain de l'autre, et encore dans une troisième filiation autour des questions liées au théâtre populaire. Et il va fonder dans son village des Vosges un lieu, un moment de théâtre très important qui va impliquer des amateurs nombreux du lieu. Il s'agit de fonder là véritablement un théâtre du peuple. Ce théâtre est au départ simplement un grand tréteau, un plateau posé au milieu des champs. Peu à peu, il va falloir couvrir les joueurs et puis au bout d'un moment couvrir aussi les spectateurs parce que c'est les Vosges et que parfois il pleut. Mais la spécificité de ce lieu, c'est que depuis la fondation de ce théâtre, dont je peux montrer d'autres images, le fond est amovible et la présence de la nature, qui était extrêmement importante au début dans la création même des pièces, dans le répertoire choisi, dans l'écriture de ces pièces, reste perceptible quand traditionnellement ces portes de l'arrière du plateau vont être ouvertes sur l'espace de la forêt. Alors, l'espace de la forêt est déjà très présent dans le bois de ce théâtre fait de bois, mais la visibilité même de ce qui entoure le lieu de la représentation n'est plus aujourd'hui un impératif systématique pour l'ensemble des pièces qui vont être données à Busan. Mais il y a toujours ce moment d'ouverture des portes. Donc, dans l'histoire de Busan, on va voir quelque chose qui est précisément au cœur de la pratique in situ au départ, se transformer avec le temps, mais toujours avec cette appétence ou ce désir de rappeler une origine qui était celle de la fusion entre un espace, un territoire et un geste artistique
qui est fait avec et pour le peuple. Autre geste motivant donc le in situ, c'est aller vers d'autres publics et voilà, aller au devant, aller en province, investir des espaces offerts donc, pour jouer. Donc on voulait citer Firmin Gémier et la locomotive du théâtre national ambulant que vous avez donc reproduite ici. Léon Chancerelle et les comédiens routiers, Copeau et ses copiaux, d'Asté, le théâtre volant et le théâtre ambulant et de la saison nouvelle. Et donc on vous a mis ici une citation de Jean Vilar sur d'Asté, donc sur la compagnie de la roulotte. Donc, tourner de la roulotte dans le Morbihan, après l'apprentissage chez Dulin, ce fut ma plus grande leçon. Jouer dans une cour d'auberge, dans une salle de bal, dans un théâtre de patronage, dans un hall d'hôtel et parfois sur une scène, quelle servitude provocante. J'y ai appris à me débarrasser de tout ce qu'avait le théâtre français de parisien. J'en ai tiré plus tard bénéfice quand j'ai pris la direction du TNP ou créé le festival d'Avignon. Donc on comprend voilà, comment cette manière voilà, de promener, de déplacer le théâtre dans les villages, dans les salles de bal, dans les cafés, dans les hangars. Voilà. Ce geste-là peut voilà, aider à vraiment à expérimenter d'autres types de relations avec le public. Voilà. Et comment dire, à travailler d'autres esthétiques. Alors dans le cas de ce théâtre qui va vers les populations, on n'a pas toujours de résurgence du site ou de visibilité du site, hein, au-delà même du plateau, au-delà de ces 4 planches. Mais c'est le lien avec les populations qui est important, avec cette idée que les Parisiens apprennent en sortant des théâtres. Inversement, les théâtres peuvent participer à des gestes qui sont d'abord des gestes de territoire. Voilà par exemple pour le festival du Marais, entre 1961 et 1993, le Marais, quartier déserté, abandonné, en très mauvais état, en 1960, une initiative est lancée pour sauver ces quartiers par une association de sauvegarde, donc, pour attirer aussi l'attention sur les richesses patrimoniales qu'on ne voyait plus sous la crasse et sous encore une fois, l'état d'abandon du quartier. Et donc, un festival est monté entre 61 et puis donc, ça va durer jusqu'en 93, 3 semaines en juin, un festival extrêmement prestigieux dont on voit qu'il va investir les jardins très souvent ou les cours d'hôtels particuliers aujourd'hui hein, complètement réinvestis comme des hauts lieux du patrimoine parisien, mais encore une fois qui passaient inaperçus ou qui n'étaient pas un lieu de culture, de pratique culturelle des populations. Et ce qui est intéressant dans ces images, c'est que vous pouvez voir que là pour le coup on la voit, la façade de l'hôtel, puisque c'est bien l'objectif d'avoir ce regard patrimonial. Et du coup, les façades participent pleinement du travail scénographique, ce qui ne signifie pas qu'on reste dans une esthétique de tréteaux nus. Vous pouvez voir, par exemple, hein, comment la scénographie va construire pour Hippolyte et Aricie, devant l'hôtel de Soubise, 2 grands escaliers qui viennent faire écho peut-être à l'architecture de cette façade, mais aussi permettre le jeu. 6e geste qui peut donc motiver le in situ, c'est célébrer un événement historique. Alors voilà, ici c'est un spectacle qui a été commandé pour le 3e anniversaire de la Révolution d'octobre 1917, donc qui va avoir lieu à Petrograd en 1920. Et donc c'est un spectacle qui est voilà, sous la direction du metteur en scène Nikolai Evrenov. Il y a 8000 participants qui jouent devant plus de 100 000 spectateurs la prise du palais d'hiver par les bolcheviks. Le spectacle débute à 22h le soir donc, du 7 novembre 1920 sur la place du Palais par un coup de feu qui est tiré dans la nuit. Il se déroule en 2 temps. Une première partie résume ce qui s'est passé entre février et octobre 1917. Donc il y a des épisodes successifs contrastés qui montrent
la montée en puissance des masses rouges qui sont confrontées à un gouvernement provisoire, d'abord triomphant, puis peu à peu submergé par les forces révolutionnaires authentiques, celles donc du prolétariat léniniste. Mais cette première partie ne constitue que le prologue de la véritable action, c'est-à-dire la prise du palais d'hiver proprement dite, qui constitue le véritable sujet du spectacle. Donc, ce qui est ambigu dans ce projet, c'est que voilà, la simple existence de ce prologue vise à orienter la lecture de l'événement en transformant la nature, c'est-à-dire qu'il s'agit moins de reconstituer que de réécrire l'événement. Ce qui est intéressant, c'est que cette photo du spectacle a été très souvent reprise comme une photo de l'événement lui-même. Donc ça, c'est intéressant comment voilà, il y a eu un télescopage entre le réel de 1917 qui n'a pas été photographiquement documenté et cette photographie du spectacle de 1920. Le geste artistique in situ peut consister aussi à tâcher de retrouver quelque chose, retrouver l'esprit des fêtes religieuses ou des traditions médiévales, comme ça va être le cas par exemple quand Jacques Copeau va monter des mystères à Florence et à Beaune. Derrière, il y a un geste de scénographe également, celui d'un jeune scénographe à l'époque, jeune et géométrique, disait de lui Copeau, et qui est André Barsac. Et la demande que fait Copeau à Barsac, c'est de respecter le mieux possible intégralement l'architecture du cloître de la Santa Croce, où va être représenté par exemple le mystère de Santa Oliva. Donc vraiment, le travail va consister à ordonnancer l'ensemble des scènes à l'intérieur de cet espace qui est un espace hautement symbolique et lui-même avec une topographie qui est hautement symbolique. Jacques Copeau va travailler donc à Florence et à Beaune sur des mystères. À la même période, il monte également un Savonarole à Florence en 1935. Et là, en passant du cloître à l'espace public, il y a un glissement politique qui est aussi intéressant à souligner. Je dois cette référence à l'une de mes étudiantes qui a travaillé dessus en séminaire sur ce Savonarole et puis qui a ramené cet exemple. Parce que Savonarole va être joué devant le Palazzo Vecchio et la place a été choisie par le pouvoir en place, c'est-à-dire Mussolini à l'époque. Donc jouer ce Savonarole dans un lieu public, au milieu du peuple, au milieu de la foule, est un geste qui n'est pas dénué de toute forme on va dire, de connivence ou en tout cas de participation, fût-elle involontaire, à une intention politique. Alors juste un mot pour évoquer la question des espaces privés, parce qu'on a beaucoup parlé d'espaces publics jusqu'à présent. Parler des espaces privés, ça va être faire le lien avec le geste du théâtre dit de société ou du théâtre chez soi, qui est aussi un théâtre entre soi. Souvent un théâtre amateur, alors qu'on va retrouver chez des aristocrates qui se fabriquent leur propre petit théâtre et pouf, on a reconstitué des conditions scéniques. Chez des grands bourgeois qui vont jouer au salon ou réunir une société de lecteurs d'ailleurs, souvent plus que de joueurs, mais ça n'empêche pas, dans lequel on va faire abstraction de l'espace dans lequel on se trouve, mais finalement les choses sont parfois plus complexes que cela, et ce qu'on va essayer de chercher, quand on va chercher des cas, c'est ce à quoi on joue depuis quelque temps, on va essayer de chercher des moments, des répertoires, des types de pièces, des événements dans lesquels le lieu en tant que tel, un espace d'habitation, un espace de vie familiale, va redevenir visible à l'intérieur au moment du geste artistique. Il faut aussi se rappeler que ça n'est pas un privilège ni aristocratique ni bourgeois, puisqu'il y a toutes sortes de théâtres amateurs qui vont se jouer par exemple dans les ateliers. On peut penser à des formes marionnettiques au XIXe siècle par exemple, où ça va être des sociétés d'amateurs, des compagnons qui vont jouer dans des espaces qui sont aussi les espaces de travail. Donc on va les comprendre dans les espaces privés. On voulait aussi mentionner le cas du théâtre en appartement, donc ou théâtre à domicile. C'était une pratique artistique qui naît dans les années 50 aux États-Unis et qui vise à désacraliser le théâtre en le proposant à ceux et celles qui n'y vont pas
Et donc c'est vraiment ce geste d'en faire une expérience à domicile et de créer une autre proximité avec le public. Alors ici, donc, vous avez deux images du théâtre de la Poudrerie, qui a été fondé et qui est dirigé par Valérie Suner, je pense. Et voilà ce qu'elle dit: si les gens ne vont pas au théâtre, nous irons chez eux. Et ce théâtre de la Poudrerie va développer beaucoup de choses avec la ville de Sevran. Les dispositifs qui sont mis en place, c'est que les habitants donc, se rencontrent autour d'une représentation, soit gratuite, soit en rémunération libre au chapeau. Et ensuite, après cette représentation, des débats sont lancés généralement autour de thèmes sociétaux. Et donc la particularité de ce théâtre à domicile, c'est de sans cesse s'adapter à des nouvelles conditions de jeu, avec peu de technique, peu de son, peu de lumière, de faire en sorte que le décor tienne dans 2 valises maximum, que la représentation soit relativement courte, plutôt 1 heure, pas plus de 3 acteurs aussi pour rentrer dans les espaces domestiques. Et puis pour les acteurs, c'est une occasion aussi de jouer sans filet, voilà, dans une proximité avec un public qui n'est pas forcément donc rompu aussi aux codes théâtraux. Donc voilà, cette impression de construire, co-construire un moment partagé, un moment intime. Et donc voilà, on voulait vous mentionner cette poudrerie et qui invite aussi d'autres artistes et compagnies à proposer chaque année des formats de théâtre en appartement. Alors tant qu'à jouer chez soi, il fallait absolument qu'on puisse terminer cette seconde partie donc sur un cas tout à fait exemplaire et absolument passionnant qui est celui du Macbeth qui est monté par Georgette Leblanc chez elle, à l'abbaye de Saint-Vendry en 1909. Pourquoi chez elle? Parce que c'est effectivement là qu'elle habite. Georgette Leblanc est une metteuse en scène, est une comédienne assez extraordinaire, très connue dans les milieux parisiens, mais malheureusement connue par la postérité essentiellement en tant que compagne de Maeterlinck. C'est la femme d'eux, encore une fois. Et là, en plus, même pas tout à fait la femme d'eux. Et donc, compagne de Maeterlinck, avec lequel elle habite l'abbaye de Saint-Vendry, où elle décide donc de donner ce Macbeth. Alors, c'est une aventure assez extraordinaire qui est financée par une souscription qui va faire venir pour un billet d'entrée absolument hors de prix le gratin parisien, dans une représentation qui va donc se jouer dans les ruines de l'abbaye. Georgette Leblanc et Lady Macbeth. Beaucoup de figurants vont participer, qui viennent de sociétés d'amateurs, de sociétés folkloristes et autres compagnons normands, tous costumés pour ce grand moment. Les spectateurs se divisent en petits groupes, se répartissent en petits groupes en tâchant de se fondre dans les murs et dans les ombres de Saint-Vendry. Ils sont invités à se vêtir d'une manière qui ne choquera pas le regard et à se comporter comme des voyeurs dans cette abbaye. Le spectacle est un immense succès d'estime, parce que évidemment c'était pas un large succès populaire, c'était pas l'idée. Un grand succès d'estime, on en parle longtemps, on en parle beaucoup. Ça reste un cas absolument fascinant à étudier, pour moi qui est totalement fondateur dans cette histoire du in situ en France. Il faut aussi savoir que c'est un cas qui a fait scandale parce que cette idée d'aller jouer ailleurs, autant elle a apparu comme extraordinaire, empreinte d'une force formidable pour certains des spectateurs, autant d'autres ont crié au scandale d'utiliser un lieu même désacralisé comme celui d'une abbaye pour jouer. Alors là, c'est un exemple assez fascinant pour montrer l'importance que ça peut avoir dans une nouvelle façon de réécrire peut-être l'histoire du théâtre. Il faut peut-être signaler les liens que Georgette Leblanc avait avec des grands artistes de la scène, comme d'une part Sarah Bernard, qui a presque joué Péléas. Malheureusement, elle avait presque plus qu'une jambe, donc à ce moment-là, c'était plus possible de le faire dans l'abbaye. Elle a renoncé, le Péléas s'est joué.
D'un côté, donc, Sarah Bernard, de l'autre, Stanislavski, qui était très proche de Georgette Leblanc et qui lui-même est venu rêver dans les murs de Saint-Vendry. Donc finalement, des artistes que l'on connaît comme des artistes de la scène, avec une réflexion vraiment très importante sur la construction de l'espace scénique, ont été totalement séduits par cette aventure de Saint-Vendry. Bien, nous passons à notre troisième point. Donc, une petite typologie des lieux. Donc, comme nous l'annoncions dans notre texte de présentation, le in situ au théâtre permet donc de proposer une expérience qui part des conditions concrètes d'un lieu, qui n'est pas seulement un cadre ou le décor dans lequel une mise en scène se déploie, mais la matière même et la finalité du spectacle. Donc c'est le lieu qui fait spectacle. Pour le scénographe, le théâtre in situ pose des défis particuliers. Travailler à partir du bâti, dans des espaces parfois abandonnés ou occupés par des usagers et des corps de métier. Et donc, scénographier dans ce contexte de in situ, c'est accepter de multiples contraintes et être capable de repérer des opportunités. Et donc, nous allons maintenant vous proposer donc, une typologie des lieux. Je vais commencer donc par ce spectacle de Patrice Chéreau, Rêve d'automne, mis en scène au Louvre en 2010. Donc, très rapidement, le président du Louvre, Henri Loirette, donne une carte blanche à Patrice Chéreau en 2010. Il l'avait déjà fait avec Pierre Boulez notamment. Donc Patrice Chéreau va proposer toute une série d'événements artistiques, d'expositions, de concerts, de spectacles, et notamment donc cette pièce de Jon Fosse, qui est jouée au salon d'Eunon, devant les peintures donc, du musée. Alors, il se trouve que Rêve d'automne se passe dans un cimetière. La pièce raconte une série d'enterrements dans une même famille. Et l'idée vient à Chéreau de transférer le cimetière dans le musée du Louvre, qui sont tous deux des lieux de mémoire. Donc ici, le musée est utilisé comme une scénographie par transposition du cimetière, de l'espace dramatique. Vous avez en bas de la slide un lien vers qu'on trouve facilement, c'est l'entretien avec Patrice Chéreau qui explique ça très bien. Il dit qu'il y a une impossibilité au théâtre de représenter un cimetière sur scène, c'est tout simplement un décor qui ne marche pas. Parce que la réalité d'un cimetière n'existe que dans un cimetière. Parce que la réalité des corps enfouis, c'est quelque chose qu'on ne peut que vivre sur place. Donc il part de cette impossibilité théâtrale, on ne peut pas représenter un cimetière tel quel. Parce qu'on ne croira jamais sur le plateau de théâtre qu'il y ait cette présence sous terre. Donc l'enjeu, c'est comment raconter la pièce correctement dans un lieu qui n'est pas un cimetière, mais où on ressent cette présence sous terre, cette présence de la mémoire des morts. Et donc la réponse de Chéreau, c'est le musée du Louvre. Alors, quand l'auteur Fosse apprend que Chéreau monte sa pièce au Louvre, il est assez convaincu. Et lui-même dit que les mises en scène ratées de sa pièce sont celles qui ont mis un cimetière sur le plateau, alors que celles qui ont été plutôt réussies sont celles qui ont représenté autre chose que le cimetière. Donc, voilà, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'on peut travailler les fantômes sans le cimetière. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Chéreau, c'est que quand il transpose ce cimetière dans le musée, il cherche à trouver toutes les harmoniques de ce nouveau lieu. Ce sont ses termes. C'est-à-dire, qu'est-ce que veulent dire les tableaux dans cette transposition? Qu'est-ce que veulent dire les déambulations? Dans quelle salle du Louvre aussi implanter ce spectacle? Et il dit, le lieu a été choisi par illumination parce que la salle est au carrefour de deux galeries. Les toiles qui sont exposées ne sont pas les plus importantes de la collection. C'est aussi une salle qui permet d'installer des gradins, puisqu'il y a une sortie de secours.
et la possibilité aussi de mettre un plateau et un plafond acoustique. Et finalement, on comprend bien qu'à la fois, donc, il y a une justification dramaturgique, à la fois une justification voilà, métaphysique, esthétique, mais aussi ce sont des conditions techniques qui vont déterminer et guider le choix. Voilà, c'est aussi la couleur aussi des murs et des portes qui ont été repeintes par Soulages. Après, il y a tout un travail qui a été fait avec le scénographe Richard Peduzzi. Voilà, est-ce que c'est un dispositif frontal? Est-ce que c'est un décor en biais? Comment on peut implanter aussi les projecteurs sur les corniches au-dessus sans abîmer aussi ces corniches? Donc voilà, on comprend bien quand on écoute Chéreau comment voilà, l'esthétique, le métaphysique vient vraiment dialoguer avec le pragmatisme du in situ. Et on trouve aussi des témoignages des acteurs qui disent comment l'atmosphère évidemment de ce musée est très intense et comment la présence des toiles vient enrichir l'expérience de jeu. Et voilà, on retrouve aussi des éléments sur voilà, le décor dans un premier temps. Enfin, ce décor monumental du musée vient écraser un peu le texte, vient paraître discordant avec lui, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de spectateurs. Voilà, dans un premier temps, un peu un effet de sidération de ces lieux dans lesquels on se retrouve, et puis tout d'un coup, ça marche. Voilà, il y a cette étrangeté, et puis on comprend pourquoi voilà, ces corps viennent habiter des espaces qui ne sont pas dédiés au théâtre. Et ce qui est intéressant aussi avec ce spectacle, c'est qu'il a été créé dans la salle de Non, et puis aussi il sera adapté. Donc ici, il y a d'autres photos de l'implantation, mais il va être aussi adapté et puis tourné ensuite dans des salles de spectacle. Et donc, Patrice Chéreau dira qu'il a fallu refaire la mise en scène complètement en quelques jours pour le départ en tournée. Deuxième exemple, plus récent cette fois-ci, c'est Forêt de Anne-Theresa de Kersmaker et Nemo Flouré, donc toujours au Louvre en 2022, toujours dans l'aile de Non. Alors voilà, ce qui est dit donc de ce spectacle, c'est voilà, comment se perdre au musée comme on se perd en forêt. Et donc il y a tout un travail qui a été fait sur la résonance entre les corps, les voix et les regards. Peut-être ce qu'on peut retenir de ce spectacle, c'est vraiment un travail sur le visuel, sur la relation triangulaire entre le tableau, le danseur et le spectateur. Et vraiment, ce que Kersmaker explique, c'est qu'elle a voulu décentrer le regard sur la peinture, mais aussi décentrer les regards sur les corps. Et donc, c'est vraiment un spectacle qui réfléchit aux images et qui voilà, déconstruit et reconstruit comment nous représentons le monde. Alors un exemple très différent d'une mise en scène de Mike Pearson des Perses. Donc texte d'Eschyle, qui est la plus ancienne pièce de théâtre occidentale, hein, pour le dire un petit peu rapidement, et que Mike Pearson décide de monter dans un lieu extrêmement singulier qui est un village réplique. Alors village réplique, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'entraînement de l'armée britannique qui est située en hauteur dans les Brecon Beacons, au Pays de Galles. Alors j'ai mis un lien, vous pourrez aller explorer parce qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire maintenant, mais qui vous permet de visiter un peu ce lieu. Vous en voyez ici une ou deux images. Le spectacle a été commandé pour la saison inaugurale du Théâtre National du Pays de Galles. C'est donc une commande au départ, et Mike Pearson va la décrire comme une expérience totale. Le public est convoqué en haut d'une colline. Vous voyez qu'il est vêtu pour l'occasion de grandes capes kaki qui lui permettent de se fondre dans le paysage, en même temps de rentrer dans
voilà, l'ambiance militaire de la chose. Et ils viennent donc à pied dans cet espace qui est un espace militaire, donc hautement sécurisé, dans lequel on voit des chars à moitié détruits, des maisons abîmées, puisqu'il s'agit d'un lieu d'entraînement pour pouvoir prendre d'assaut une ville et s'entraîner au combat de rue ou au combat de plus loin quand il s'agit de tirer sur une maison avec un char. Et donc le public va être assis sur des gradins face à cette maison que vous voyez sur l'image de gauche, une maison donc qui est là pour pouvoir permettre l'observation de ce commando qui va se déployer pour prendre cette maison tenue le cas échéant par des terroristes ou je ne sais quoi, enfin des gens, bon bref, des ennemis. Et le public est donc exactement à l'endroit où les gradés s'installent pour regarder puis critiquer après coup, j'imagine, en tout cas c'est comme ça qu'on le fantasme. Le travail de Mike Pearson donc, va intégrer toute cette expérience du lieu, cette déambulation dans ce lieu qui est un lieu interdit, et ensuite il va travailler avec cet espace de la maison comme un espace scénique extrêmement construit dans lequel de la vidéo va permettre d'avoir une visibilité meilleure, parce qu'il faut imaginer qu'il y a quand même une distance importante entre les gradins et puis la fameuse maison. Vous voyez également que pour permettre le jeu, il y a des retours vidéo qui vont permettre aux comédiens de comprendre ce qui est en train de se passer au-dessus de leur tête en même temps. Alors ça vaut le coup d'aller regarder d'un peu plus près. Deuxième exemple de Mike Pearson, c'est celui d'un spectacle qu'il a monté à partir de Coriolan, donc c'est la pièce de Shakespeare reprise par Bertolt Brecht, avec cette même équipe donc de création. Il décide de monter la pièce dans un hangar désaffecté qui est un haut lieu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le hangar 858. C'est un hangar à avions désaffecté, donc, toujours au Pays de Galles. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que vous voyez cet espace scénographié. Là, ce que vous voyez ici, c'est le teaser. Ce que vous voyez à droite, ce sont des images prises pendant la représentation. Les spectateurs vont se grouper autour des comédiens. Parfois, ça se joue à l'intérieur même d'une camionnette. Et donc, il y a en même temps un travail de vidéo. Le film est monté à vue pour permettre aux spectateurs de se positionner où ils veulent dans cet immense hangar gelé, franchement. Et puis, pour entendre mieux et pour voir mieux s'ils le désirent. Donc, liberté de déplacement dans ce grand espace. L'important là-dedans, c'est qu'il s'agit de re-raconter Coriolan dans une histoire, dans le cadre d'une histoire fortement marquée, puisque c'est un haut lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et il est absolument impossible d'en faire abstraction. Autre lieu, la friche. Donc on voulait vous présenter le travail de la metteur en scène Mathilde Delahaye sur la pièce de Elfriede Jelinek, Maladie ou femme moderne, donc, qui est implantée dans une friche industrielle. Donc Mathilde Delahaye est en train de faire une thèse sur ce qu'elle appelle le théâtre paysage, et donc voilà, ça fait partie de son travail aussi de théorisation de ce type de théâtre in situ. Donc voilà ce qu'elle dit: nous apprivoisons le paysage, son histoire, sa géométrie, ses fantômes, puis nous y déplions la fable, nous y déposons notre cadre, le point de vue. Mon approche du théâtre paysage opère en matière de scénographie par travestissement. Comment une fiction s'empare du déjà là, s'en inspire, se fait déplacer par le genius loci, le génie des lieux, l'esprit du lieu, voilà, et en retour, comment l'artifice de la scénographie vient transformer en espace, le sublimer par la fiction. Juste quelques mots. Voilà, c'est un spectacle qu'elle avait créé dans un premier espace en 2018, qu'elle a ensuite recréé ailleurs, et à chaque fois, voilà, c'est une transposition qui s'opère. Puisqu'on parlait de friche, j'aimerais mentionner le travail d'une compagnie qui est la compagnie Tangible, qui a notamment travaillé longuement dans un site industriel en démantèlement, qui est une usine à charbon EDF à Vitry. Alors c'est un énorme projet qui implique fortement le territoire et qui se fait
en liaison constante avec les aménageurs du territoire, avec la direction EDF. Alors comme ils le faisaient eux-mêmes remarquer, on est 2 artistes, on vient de la danse, de la marionnette, du théâtre, et tout à coup on se retrouve dans une réunion avec la direction d'EDF et à peu près toutes les huiles de l'ensemble des collectivités territoriales. C'est donc un projet extrêmement lourd. Extrêmement lourd également pour toutes sortes de raisons qui sont liées à la sécurité du lieu. C'est un lieu hautement pollué, hautement dangereux. Et donc, ne serait-ce que pour permettre aux artistes de rester dans l'enceinte, au départ même à l'extérieur, et puis alors encore pire, pour obtenir l'autorisation de rentrer dans un petit espace qui va leur être autorisé dans l'usine, qui est celui de l'infirmerie, tout ça demande infiniment de démarches. Donc ce qui était intéressant dans cet exemple, outre la qualité de leur travail de danseurs et la très grande beauté de leur proposition, ça nous permet de mettre l'accent sur cette question de la relation avec l'ensemble des usagers, propriétaires, partenaires donc des lieux qui sont être ainsi investis. Donc c'est un lieu sous très haute surveillance, qui est ultra pollué, qui est particulièrement dangereux. Et ce que les artistes ont développé dans ce long temps de résidence, puisque c'est un projet qui a duré plusieurs années, qui a donné lieu à un certain nombre de performances, vous pourrez aller regarder sur leur site. Donc ils sont particulièrement sensibles à la vie qui revient dans l'usine, autant qu'à l'histoire de la vie qui s'y est déployée auparavant. Donc d'un côté, ils vont s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre des plantes, de la faune, qui revient à investir cet espace hautement pollué, du lichen sur les métaux, oui, ça peut se développer, au renard dans l'usine d'un côté, et puis de l'autre, c'est la mémoire ouvrière, ces gens avec lesquels ils vont organiser, par exemple, du passage de relais, de la remise de bleu de travail à une jeune génération qui vient derrière et qui va en faire complètement autre chose. Un travail tout à fait passionnant et pour lequel ils convoquent ou ils invoquent, renouvellent un terme qui est celui d'archéographie. Ils présentent leur geste de travail comme celui d'une forme d'archéologie du lieu, d'écriture du passé et de l'ensemble des traces à l'intérieur du lieu. Bon, toujours sur les ruines du capitalisme, voilà, on pouvait... voilà, c'est un spectacle canonique, le spectacle d'André Engel, Dell'Inferno de 1982. Ça fait partie des spectacles, bon, moi que j'ai pas vu puisque j'avais un an, mais ça fait partie des spectacles qu'on a l'impression d'avoir vu tellement ceux et celles qui l'ont vu ou ne l'ont pas vu, mais se l'ont fait raconter. Voilà, ça fait partie des spectacles qui font partie du panthéon des panthéons des années 80. Gare du Nord, donc voie 13, départ du train, 20h40 très précise. 15 minutes après le spectacle commence, lumière éteinte, le train quitte les voies normales, traverse Saint-Denis et on pénètre au ralenti dans un paysage de cauchemar, des usines en ruine, des terrains vagues, des hauts murs lépreux. Et donc il s'agit bien ici d'une descente aux enfers. C'est Laurent Terzieff qui accueille les spectateurs dans une cour entourée de barbelés, rappelant les camps de concentration. Des personnages font régner la discipline et une voix appelle les femmes du public à se séparer des hommes. Voilà. Donc le metteur en scène, donc André Engel, explique on vit à l'intérieur d'un grand poème. Alors ce poème, c'est la descente aux enfers dans un paysage qui est dévasté de l'industrialisation donc du 19e siècle. À un moment, un incendie éclate dans un bâtiment et donc c'est un moyen à la fois donc d'ancrer dans le réel, mais aussi de faire basculer les spectateurs entre chien et loup dans un lieu extrêmement inquiétant. Et donc voilà, c'est assez traumatisant puisque des dizaines et des dizaines d'années après, ce spectacle en fait trembler encore. J'ajoute un petit mot sur ce spectacle. Ce qui est assez fascinant, c'est que sous des apparences de lieux investis comme ça, de lieux désindustrialisés investis, il y a un énorme travail scénographique, notamment pour transformer le rez-de-chaussée de cette usine pharmaceutique en un grand lac. Donc un système de rétention d'eau est installé qui ne fonctionne pas. Une quantité monstrueuse d'eau va se déverser dans
dans les sols, entraînant par la même occasion l'essentiel de l'énorme pollution de cette usine pharmaceutique. Donc en fait, c'est un désastre écologique absolu, un désastre économique également absolu, dont visiblement Engle qu'il pouvait se permettre et qu'on ne se permettrait plus de la même façon aujourd'hui. En tout cas, on ne se poserait plus du tout les questions de la même façon. L'impact sur le lieu et du geste artistique était absolument démesuré dans ce spectacle. Alors, autre grand moment du théâtre in situ, le travail de Luca Ronconi. Alors, il y a un certain nombre de spectacles importants. On a choisi d'évoquer celui-là. C'est une mise en scène des derniers jours de l'humanité de Karl Kraus, donc un auteur allemand. On est sur un récit truculent et terrifiant de la Première Guerre mondiale et de l'entre-deux-guerres, qu'il met en scène dans une usine Fiat à Turin. Les spectateurs sont plongés dans cet espace incroyable, vous le voyez sur des gradins, incroyable parce que l'usine est faussement à ce moment-là en action. Des voitures vont faire le tour, une locomotive dont on se demande bien ce qu'elle fait là, et quelque part dans le fond, et elle aussi fonctionne. Donc c'est vraiment les effets de démesure et de gigantisme, y compris sur le plan dramaturgique. Si on joue la pièce de Karl Kraus, on en a, je ne sais plus, pour quelque chose comme 9 heures. Alors à ce moment-là, ça ne se faisait pas encore tout à fait. Il en tiendra 3h30 dans une version réduite, mais avec un système de scènes multiples et simultanées qui permettent d'avoir cette sensation d'activité très intense autour des spectateurs dans toute cette durée. Les spectateurs témoigneront par ailleurs qu'ils ne comprenaient rien et qu'on entendait trop de choses pour entendre bien, mais que l'essentiel est dans ce fourmillement de vie dans cette usine Fiat. On voulait aussi mentionner le spectacle. Voilà, avec l'heure, on a emmené les étudiants de Camondo au premier semestre voir donc le collectif Ozo dans Boulevard Davout, qui est une commande de Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de la Colline, et qui souhaitait créer qu'un collectif crée un spectacle déambulatoire inspiré du 20e arrondissement. Voilà. Dans l'idée que le théâtre de la Colline devait aller à la rencontre des habitants et faire en sorte que le geste artistique puisse s'étendre aussi à l'espace public, et en particulier donc vers ce boulevard Davout qui est un espace en pleine destruction-reconstruction. Le collectif Ozo a fait sa première pièce dans l'espace public et donc a fait un repérage cinématographique des lieux. Vous voyez sur les photos, donc on avait rendez-vous au Jardin Serpollet, puis ensuite trois groupes de spectateurs étaient invités à suivre différentes histoires qui se passaient soit aux abords d'un stade, puis dans un local commercial, soit sur le toit de la piscine Yvette Godard, soit dans un espace en friche, coincé dans une cité. Ce qui ressortait de ce spectacle, c'était le fil rouge de la question du logement, aussi le fil rouge de ces personnages qui avaient en commun un certain égarement, et une difficulté à se repérer dans ce quartier en rénovation. Pour les paysages urbains, je vais aller rapidement, mais le travail d'Opéra Pagaille est un travail incontournable, notamment le travail qui a été produit pour Safari Intime. Donc c'est un travail qui est mis en œuvre depuis 2004 et qui va prendre diverses formes. Safari Intime est la fiction vraiment la plus aboutie, la plus complexe à réaliser, in situ et in vivo. Vous avez donc les deux illustrations de gauche. Elle implique la complicité du quartier qui est investi et qui adhère à la fable. Les appartements sont prêtés et éventuellement scénographiés, et des habitants eux-mêmes assument un rôle.
Et donc, voilà, les spectateurs sont invités à parcourir voilà, et à aller donc d'un lieu à un autre. La compagnie appelle ce type de spectacle les spectacles contextuels. C'est aussi le cas de Far West, qui est donc un western périurbain, une commande du théâtre de Saint-Médard-en-Jalles. Donc il y a eu plus d'1 an de repérage, 22 comédiens, 8 techniciens pour créer le spectacle de 3 heures, donc, et près de 20 soirées, donc 3000 spectateurs au total, qui sont amenés à suivre une fiction sur une dizaine de kilomètres et dans laquelle on se déplace en vélo, à pied, en tracteur, en bus, voilà, avec des rebondissements, des mésaventures qui font découvrir donc ce lieu. Voilà, au milieu, parcourant des lotissements, des camps de gitans, des écluses, des serres de maraîchers, entre les rocades, les chemins forestiers, etc. Opéra Pagaille présente d'autres types de in situ, par exemple les entreprises de détournement. Ici, donc, les 2 photographies de gauche. C'est donc l'installation d'une cabane en centre-ville, voilà, pour re-questionner les rouages du quotidien. Et puis sur la colonne de droite, c'est Mobile Container House. Pardon. À gauche, c'est Mobile Container House, et à droite, ce sont les 100 balcons en 2009. Voilà, vous voyez donc des gens qui sont installés sur les toits des camions et des voitures, et donc qui donc occupent des balcons, donc dans la lignée du mouvement revendicatif du même nom, donc les 100 balcons, et qui donc installent des terrasses fleuries sur le toit de leur voiture. Alors les Opéra Pagaille, c'est cocasse, c'est une tournure cocasse dans cette visite urbaine, hein, dans les appartements de Safari Intime. Vous avez la scène des grands mâles qui discutent avec une bière, vous avez une grande scène de complicité féminine où ça discute mec, enfin c'est un moment qui se calque sur une visite de zoo, voilà. Complètement différente, avec un esprit totalement différent, mais pour revenir sur cette question du travail dans les appartements privés, on peut évoquer les portraits fantômes de Michael Filippo. Alors de quoi s'agit-il? Filippo demande qu'on lui prête un appartement et puis va y passer du temps, et cet espace lui est offert, c'est donc à nouveau un espace trouvé, mais qui devient vraiment le fondement même de la dramaturgie, puisqu'il va dresser un portrait de l'habitant en l'absence de l'habitant qu'il ne connaît donc pas. Vous pourrez aller regarder un petit peu ce que ça donne sur notamment le site de Tremblay en France. Portrait donc d'un habitant en son absence. Autre exemple sur lequel vous pourrez aller cliquer, tout ce qui est en bleu, ce sont des liens pour aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Pour le moment, on fait essentiellement office d'appetizer, là, en vous donnant des envies. Le travail sur le paysage, cette fois plus urbain, mais un paysage, on va dire, rural, un paysage à proprement parler, que l'artiste tente de poétiser. C'est le cas du travail de Nathalie Béas, par exemple, avec sa série de formes in situ, qui s'intitule « Mes petites météorites ». Vous voyez une image ici sur 2 images de l'opus 5, des petites météorites, sur la plage de la Courance, à Saint-Marc-la-Plage. Ce qui est intéressant ici et qui permet de faire le lien avec les précédents, c'est de montrer comment le travail se fait par un effet de cadrage, un cadrage du regard sur le paysage qui va amener à le construire. Le cadrage va se faire par le geste, par la course, par la déambulation, par la musique qui oriente le regard des spectateurs, qui peut être ramené de façon très frontale, en direction du comédien, ou alors l'accompagner au contraire en contre-champ, ou permettre de sortir du champ. Et toute la spécificité d'un geste de cadrage du regard in situ, c'est de jouer entre cette
possibilité ouverte d'une vision à 360 degrés et la fabrication d'un pôle d'attraction qui va être celui de l'espace dans lequel joue ou travaille le comédien. Alors dans les petites météorites, vous voyez qu'elles investissent d'autres espaces comme un jardin à Angers ou bien du côté de Roissy-Charles de Gaulle sous un pont qui ne mène nulle part. Le travail de Nathalie Béas, c'est à chaque fois de réécrire en fonction du lieu. Elle travaille avec des motifs de voix, de paroles, de bribes de chansons, de danse, qu'elle utilise aussi dans son travail scénique dans une cage de scène, mais évidemment dont l'enjeu est très différent ici. Ça permet de signaler la dimension très cinématographique du travail, du cadrage que je viens d'évoquer, avec la série noire La Chambre Bleue d'Éric Charron. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est un spectacle qu'il réécrit à chaque fois qu'il investit un lieu nouveau, et il en aura investi beaucoup. Donc ici, c'est un quai à l'Aube à Lorient, mais ce sont aussi des ateliers, une zone de fret, derrière une casse automobile, à l'hôpital, au marché, à chaque fois un travail de réécriture à partir d'un même scénario, disons, qui est celui d'un fait divers terrible, un roman policier, on pourrait dire, de Simenon. L'écriture de Simenon s'ancre dans la réalité d'un terroir et d'un milieu socio-professionnel. Et à chaque fois, Éric Charron va réécrire cette même intrigue, qui est une intrigue passionnelle, pour y faire intervenir des personnages tout droit tirés de ce territoire qu'il décide d'investir. Le point important dans le geste du scénographe ici, c'est que ces espaces ne seront pas touchés, ils ne sont pas transformés, rien n'y est apporté, pas même un équipement acoustique. On se groupe autour des comédiens et on les entend, donc il va falloir que le travail de choix des lieux se fasse en tenant compte de ce critère. Mais ce qui est travaillé de la manière la plus prégnante pour ce qui est de l'espace, c'est ce jeu de cadrage et décadrage qui va permettre notamment de faire venir des personnages de très loin, tout au bout d'une rue, de tout au bout d'un quai, et de permettre ces effets de travelling très long qui est celui du regard évidemment et pas celui de la caméra. Quelques mots sur Inferno de Romeo Castellucci et cette cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Bon, voilà, cette cour d'honneur, c'est un lieu non dédié dans ce Palais des Papes érigé au XIVe siècle. Et le mur, comme on l'appelle, pose toujours des problèmes de scénographie, de mise en scène. Voilà, est-ce qu'il est tellement imposant est-ce que quand on y joue, on doit l'habiller, est-ce qu'on doit le magnifier, est-ce qu'on doit le défigurer, et ici, voilà, la mise en valeur de Romeo Castellucci de ce mur nous paraissait intéressant parce que, notamment via cette scène que vous voyez à droite de cet escaladeur qui va monter, escalader le mur à main nue, donc sans être attaché, sans corde. Et donc c'est vraiment voilà, ce corps vivant dans la prise de risque, dans cette menace de la chute ou de la blessure, qui permet voilà, de faire exister ce lieu en tant que tel et de faire basculer un théâtre de la représentation vers ce qu'on appelle au théâtre le performatif, voilà, une performance, et de faire résonner ce lieu d'une autre manière. Alors le Palais des Papes, c'est un espace de la clôture et de la frontalité également, qui implique un certain type de regard, un certain traitement de l'espace. On aimerait vous faire réfléchir à ce que ça signifie de travailler dans des formats plus déambulatoires et dans des espaces qui sont des espaces plus complexes, non clos, ou au contraire qui vont ramener dans des couloirs, donc dans des espaces, encore une fois, où la frontalité va être complexe. Ça pose des problèmes très techniques, comment orienter les spectateurs, comment se faire entendre, et des réponses vont y être apportées. Ça peut être par exemple la solution d'un casque audio.
Ça peut être la solution d'un guide pour pénétrer dans ces espaces complexes et pour guider les spectateurs. Ici, un exemple d'une mise en scène à Saint-Pétersbourg des dialogues d'exilés de Brecht. Alors, les dialogues d'exilés de Brecht, c'est une discussion entre deux personnages, c'est très philosophique, vraiment très inspiré de l'écriture de Diderot. Et alors ici, ça se passe dans une gare tout à fait symbolique de Saint-Pétersbourg, qui est celle qui mène vers la Finlande et qui est au choix la gare dont on part quand on veut quitter la Russie, ou bien la gare d'où partent les troupes russes si elles décident d'envahir la Finlande. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est tout à fait pour ça que ce lieu a été choisi. Alors vous voyez ici que, et c'est pas pour rien, hein, un comédien va guider les spectateurs en agitant son petit drapeau, qui est un petit drapeau rouge, donc on est dans une forme de parodie des pratiques touristiques, mais pour les emmener dans des espaces dans lesquels on s'attarde peu. Par exemple, la salle dans laquelle les bidas, les militaires, les conscrits vont attendre longuement que leur train arrive. Et ça permet de faire passer par des lieux réels et des pratiques réelles. Par exemple, Vigipirate. Donc les spectateurs comme les autres, comme les passagers, doivent soumettre leurs sacs, leurs bagages par Vigipirate. Donc ça va instaurer aussi une ambiance, un certain rapport à la chose spectaculaire très singulier. Ça est aussi passé devant le panneau des disparus. Quand on évoque les disparus, eh bien, on est dans un contexte politique vraiment très important. Cette question du son que j'ai évoquée, c'est vraiment une des questions tout à fait cruciales dans le travail ici, avec un espace in situ. L'exemple récent, peut-être le plus marquant dans ce domaine, c'est l'ensemble des mises en scène par Roland Auzet de La solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, à nouveau un dialogue entre deux personnages, qu'il choisit de mettre en scène, ici par exemple au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, en dehors des grandes heures d'utilisation du lieu, c'est-à-dire au moment où le centre commercial est essentiellement fermé et vide. Mais il va également proposer de le faire dans des espaces comme le parvis de la bibliothèque François Mitterrand, ou devant l'Institut du monde arabe, je vais y arriver, ou bien dans le stade Auguste Bonal, à Sochaux, à un moment où les espaces sont vides. Alors pourquoi est-ce que je le signale ? Parce que le dispositif du cadre va permettre à chacun de déambuler où il le veut, où il le souhaite. Ça permet également aux comédiens de disparaître dans ces espaces qui sont extrêmement vastes. Alors bien sûr, il y a à nouveau ces effets possibles de venue des lointains et tout ça dans la durée. Donc cet espace permet de travailler la question du temps d'une manière tout à fait nouvelle par rapport à ce qui pourra être fait sur un plateau. Signalons quand même que ça n'interdit pas le recours à l'éclairage. Vous pouvez le voir par exemple pour la BNF. La question du coût de l'éclairage devient tout à fait primordiale. Et donc ce dispositif de casque va aussi instaurer un rapport très intime et très singulier avec des comédiens qui pourtant vont pouvoir être très loin. Et enfin, pour terminer donc cette typologie, on voulait partager avec vous cette pièce qui s'appelle Please Continue Hamlet, qui a été écrite en 2011 par deux auteurs, Yann Duvendac et Roger Bernat. Et donc cette pièce depuis a été jouée près de 200 fois dans plus de 15 pays à travers le monde. Et donc le principe, c'est que l'accusé, c'est Hamlet, donc ce personnage de Shakespeare. Il est soupçonné par sa petite amie d'avoir assassiné son père. Et donc, il va appartenir au jury de déclarer s'il est coupable ou non. Chaque soir, il y a des magistrats et des avocats qui vont siéger sur scène, qui sont d'authentiques professionnels. Donc, on trouve des témoignages où les avocats sont tout d'un coup très intimidés de participer à un spectacle, alors que c'est un spectacle judiciaire dont ils ont l'habitude dans leur vie professionnelle. Et donc suivant les configurations, les lieux, les pays, Hamlet a été condamné un soir, acquitté le lendemain.
Et donc ici, vous avez voilà, une photographie du tribunal de commerce de Marseille et puis une autre représentation qui a eu lieu en Essonne. Et donc, voilà, la question c'était est-ce que Hamlet ira à Fleury-Mérogis ou sortira libre de la représentation. Donc l'enjeu pour ce type d'investissement dans les lieux dans des tribunaux, c'est investir des lieux symboliques, faire jouer aussi des acteurs de la vie sociale locale, des experts qui sont sollicités au nom de leurs compétences propres, des juges, des avocats, des psychiatres, et puis évidemment faire participer les spectateurs en les convoquant comme jury. Alors ce dernier exemple pour nous était très important parce qu'il nous permet de mettre en évidence le fait que le lieu c'est pas simplement un décor, encore une fois, c'est parfois un lieu idéal pour des questions proprement scénographiques, permettre au regard de s'échapper, permettre de faire venir de très loin comme on l'a mentionné, avoir à disposition d'énormes machines pour en manipuler d'autres, tout ce qui ne pourrait pas se faire parce que ça ne tient pas sur un plateau de théâtre, permettre d'autres façons d'organiser le rapport entre ceux qui regardent et ceux qui jouent. Mais au-delà, c'est investir pas simplement un espace, mais un lieu et un site, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire des pratiques, c'est-à-dire une valeur symbolique. Et ce spectacle, donc il est parfois joué en tribunal et parfois il ne l'est pas. Quand il est joué dans un tribunal, ça n'a tout simplement pas du tout la même force. Ça ne raconte pas la même chose suivant que c'est véritablement joué dans un des hauts lieux de la justice ou pas. Alors en conclusion, quelques éléments autour des défis, des enjeux et des possibilités du travail sur l'espace et sur le lieu in situ. Jouer in situ, c'est s'adapter à un nouveau territoire. Ça implique donc de penser la question de l'accessibilité du lieu, accessibilité à pied, en voiture, en camion militaire comme l'a fait Engel, en train comme il l'a fait aussi, parce qu'il osait tout. Puis je sais pas, il peut avoir les budgets pour le faire. C'est juste incroyable d'imaginer autant de possibilités en matière de production. Donc penser l'accessibilité et l'inclure dans le geste artistique, penser l'écoute, penser bien sûr la visibilité. C'est travailler à cadrer le regard, c'est travailler aussi à encadrer la déambulation, mais c'est aussi faire avec la tendance centrifuge et la possibilité de laisser vagabonder les individus aussi bien que leur regard. Travailler in situ, c'est se mettre en position de pouvoir utiliser l'espace dans toutes ses dimensions et c'est ouvrir à de nouveaux modes de spectation. On va donc très au-delà d'un geste de scénographe qui serait celui d'un lieu à embellir ou d'un lieu qui vient embellir les possibilités de décor ou simplement augmenter les possibilités en matière de décor. Penser en scénographe, c'est aussi penser en dramaturge et les deux se font peut-être de façon encore plus intime qu'en dehors du plateau. Et si je reprends la définition qu'on avait au départ, à savoir que ce qui définit le in situ, c'est l'interpénétration entre ce qui vient du lieu et ce qui vient du site, ce qui vient du spectacle et ce qui vient de ce qu'on trouve en y arrivant, ça met tout à fait au cœur du travail la cohabitation avec les occupants qui sont parfois simplement relégués au-delà, qui vont regarder depuis les fenêtres des bars d'immeubles qu'il y a autour, cohabitation, mais qui peut aboutir à de la coopération avec eux, une coopération qui est nécessaire, de manière à ce que cette question du bruit, du trouble, ne rende pas impossible le spectacle. Ça signifie qu'il faut travailler avec les contraintes des usagers en matière de sécurité, en matière de flux, en matière de temporalité. Ça rend d'autant plus important de penser en termes de moments de la journée. Est-ce qu'on est à l'aube? Est-ce qu'on est au milieu de la nuit? Est-ce qu'on est avant l'ouverture des lieux? Ou est-ce qu'il faut le faire au moment où c'est dans une gare, l'heure de pointe par exemple? Et puis dernier geste très important, on a évoqué l'importance de cette rémanence de l'histoire des lieux, de ces pratiques très anciennes parfois ou plus récentes.
il ne suffit pas de tabler sur le fait qu'elles existent et qu'elles sont là. Monter un spectacle Gare d'Austerlitz en se disant « Ah bah oui, quand même, de là-bas, pendant la Seconde Guerre, il y a eu des trains qui partaient quand même, c'est toute notre histoire. » En fait, toute notre histoire, elle n'existe pas simplement en tant que telle. On peut penser en termes de scénographie de spectacle, c'est aussi penser à activer ou réactiver des signes, la mémoire du passé, la trace des absents, des usagers qui ne sont pas là, etc. C'est donc un travail là aussi d'archéographie, comment réécrire un lieu par le spectacle, par la parole, par le mouvement, par le geste, autant que par le positionnement dans l'espace. Pour le dire vite, il ne suffit pas de se placer juste devant la plaque où il y a écrit à nos valeureux morts. Sinon, c'est pas vu, ou ça vient perturber simplement les signes contredire. Donc, le travail du scénographe, c'est vraiment un travail d'activation ou de réactivation, en sachant qu'il a fait le choix de se mettre en danger dans un espace où cette activation, in fine, elle revient plus que jamais au regard du spectateur. S'il choisit de regarder de l'autre côté, il regardera de l'autre côté. Merci. Voilà. Merci Aurélie. Merci. Très belle conclusion. Alors, je me posais plusieurs... il y a des remarques et des questions. Il y avait, peut-être, vous l'avez un petit peu abordé, cette question de... Comment dire, peut-être une autre distinction faisable entre ces différentes formes dont vous nous avez présenté là, vraiment une grande pluralité qui permet de voir qu'il y a vraiment un champ, en effet, peu exploré et tout à fait passionnant et à historiciser, etc. C'est la question aussi du rapport au spectateur, au sens de ces spectacles tenus une fois, par exemple, dans des lieux où j'imagine, là, il y a un principe de billets et de personnes qui se rendent sur le lieu pour jouer, et puis des choses qui viennent, par exemple, dans le cas de la gare de Moscou, non, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. De la gare de Saint-Pétersbourg, où visiblement, peut-être aussi dans le lieu se trouvaient des gens qui n'étaient pas là pour assister à une représentation. Donc ça, c'est toujours cette question de est-ce qu'un théâtre émerge dans un espace existant, y compris pour des gens qui n'ont pas forcément conscience dès le départ que quelque chose est en train de se jouer, ou est-ce que dans le cas de Engel, dans le cas de différents exemples que vous avez cités, finalement on emmène un public de théâtre à se déplacer. Donc là c'est déjà des cas de figure, et puis on a encore à décliner sur cette chose-là. Donc j'aimerais bien savoir comment vous réfléchissez aussi ces questions-là. Vous avez cité quelques récits de spectateurs qui permettent aussi de comprendre le vécu de l'intérieur, et ce serait intéressant de savoir justement dans les cas de théâtre qui surgiraient pour des gens qui ne s'y attendaient pas. Voilà, comment ça s'est pris en charge par le scénographe. Et puis, alors il y avait juste une chose qui m'étonnait complètement dans la citation de Chéreau, c'est que un lieu vide plein de fantômes, pour moi c'est la définition du lieu théâtral, donc je trouvais assez étonnant, je ne sais pas s'il s'en explique, qu'il ait besoin de... Et puis alors lui, en plus, il a travaillé dans le théâtre, je trouve cet espace de fantomatique, je trouve ça assez étonnant que là, pour représenter le cimetière, il ait ce besoin de sortir, qui n'est pas un geste qu'il ait fait énormément, si je crois, dans son sortie du théâtre, je sais pas. Alors je connais pas assez. Il a fait la manufacture des œillets. Si, il a fait à la manufacture des œillets, puis il y a aussi plusieurs représentations in situ de Coltès. De la solitude ? Non. Non. C'est possible. Le combat de Negretchen. C'est Combat de Negretchen. Ah oui ? Oui. Alors, peut-être pour commencer par ta première question. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a une telle diversité de formes. Je peux peut-être juste mentionner. Bon, on a effectivement, a priori, comme ça, deux formules. Celles dans lesquelles les spectateurs sont conviés avec des billets à se déplacer à partir d'un
premier lieu, ce qui n'interdit pas du tout que d'autres personnes ensuite regardent et assistent à tout ou partie du spectacle. C'est ce qui se passe quand on va être à l'extérieur, mais le spectacle in situ peut être complètement à l'intérieur avec un système, encore une fois, de portes qui se ferment, ou bien des formes qui viennent plutôt du théâtre de rue ou du happening, dans lequel l'idée est d'aller jouer pour des gens qui ne s'attendent pas à ce qu'on joue parmi eux. Dans ces deux cas, la question de la temporalité, de la durée du spectacle ou de la construction dramaturgique ne va pas être la même, puisqu'on n'est pas dans la même demande de happer l'attention ou de la retenir. C'est pas tout à fait la même chose. Je pourrais peut-être signaler le fait que le in situ permet des modes de convocation originaux, et c'est peut-être là qu'est la plus grande spécificité de ces formes. Je pense à des festivals du type Paris Quartier d'été qui, avec le in situ, peuvent se permettre des modes de convocation tout à fait originaux, du type le lieu surprise qui va être envoyé par SMS à la dernière minute. On sait qu'on va voir quelque chose, mais on ne sait pas bien quoi et on ne sait pas bien où. Et donc cet effet-là est tout à fait possible, et ça permet de souligner que dans les formes in situ, une des motivations du spectateur peut tout à fait être celle de l'occasion d'aller découvrir un lieu ou d'être emmené ailleurs. Donc ça participe vraiment de la question de la motivation. On pourrait mentionner, alors plutôt dans d'autres exemples, d'autres pays, d'autres cas, le fait que ce type de rapport au spectateur et, j'allais dire, l'intimité de la relation ou la spécificité de la relation que ça entretient avec lui participe pleinement de la possibilité même de faire théâtre. Dans des pays dans lesquels la censure est importante, par exemple, le fait de pouvoir jouer en dehors des lieux de spectacle, ça signifie que, et sans texte, ça permet de ne pas avoir de texte à soumettre à la censure, de trier son public et de vérifier que quelques censeurs ne se seront pas glissés dans la salle, puisque par exemple, le mode de convocation va passer par des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Ça peut être une solution. Donc le fait de sortir du théâtre peut être aussi parfois la condition de survie même du théâtre. Puis tout dernier point sur cette question, la question de la jauge qui est très importante. Tu as évoqué la question du one-shot. Le fait de jouer une seule fois, c'est d'abord un problème de production très important, parce que préparer un spectacle pour le jouer une fois, c'est pas simple, et plus encore si on a des petites jauges. Or, dans le in situ, on peut avoir des effets de rétrécissement de la jauge. Alors, on a vu que ça pouvait permettre d'avoir au contraire un monde fou, si on joue dans la rue et que c'est Royal de Luxe, ça va être des milliers et des milliers de personnes qui vont se presser. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du in situ, mais c'est de la rue, c'est encore un peu différent. Mais inversement, on peut donner des exemples de spectacles qui se jouent pour 3 spectateurs ou 2 spectateurs à l'intérieur d'un taxi à Téhéran. Ou bien toutes les formes de jeux pour un seul spectateur, qui existent également. Et donc là, on va avoir un one-shot, parce que c'est à chaque fois différent, répété de multiples fois, avec des formats qui peuvent être tout à fait singuliers, tout à fait étonnants dans le rapport à l'espace et dans le rapport au lieu. Tu voulais parler de Chéreau ? Non, mais sur cette question de la billetterie... Quand on est spectateur de in situ, on ressent cette question du seuil, c'est-à-dire le seuil que les habitués du théâtre franchissent quand ils rentrent dans le bâtiment théâtre peut se retrouver dans le in situ, où effectivement il y a des gens qui vont être autour, des passants, et de la manière dont le public est appréhendé dans la mise en scène, ces passants-là vont peut-être s'autoriser à franchir ce seuil-là ou pas. Et voilà, dans mon expérience de spectatrice, parfois on a l'impression d'être un public qui est parqué, donc qui est contenu dans un endroit, dans un coin, où là effectivement il va y avoir de la part du passant cette impression que c'est encore un public de théâtre, donc pas forcément cette envie de passer le seuil. Mais sinon, par exemple, ce que j'ai trouvé vraiment admirable chez Éric Charon, c'est que c'est un metteur en scène qui place son public, mais toujours avec une ouverture et une invitation faite au passant. Lui-même est toujours là, ou presque, et il est toujours en périphérie des spectateurs, et lui-même vient, invite, discute, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « mais c'est quoi est-ce qu'on peut s'arrêter, etc. » Et lui-même fait ce travail de convocation et de placement.
et donc voilà, de franchissement de ce seuil symbolique qui est pas évident. Série Noire, c'est vraiment une intrigue policière et qui se raconte comme une reconstitution avec un juge d'instruction. Et donc du coup ça invite les badauds à venir écouter ce qui se passe, parce que là pour le coup il n'y a pas de cordon policier pour empêcher que les gens s'approchent, donc ça incite à venir écouter même une bribe de cette histoire passionnelle, exactement comme si on assistait à une reconstitution dans la rue. Donc le dispositif lui-même permet cette porosité entre l'espace du drame et l'espace de la ville. Sur la deuxième question, bah oui, effectivement, en plus, dans le travail de Chéreau, il y a quand même toujours cette convocation des morts, et puis lui-même a mis en scène Hamlet, où il y a quand même la célèbre scène du cimetière. Voilà, et la scénographie de son Hamlet était, je crois, ce palais en bois, en lame de bois horizontale, quoi. Voilà, il y avait ce cheval, ce spectre du père arrivant sur ce cheval. Oui. Oui, c'est pas forcément une question, c'est juste un étonnement sur cette... Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi, il explique que c'est aussi un peu un télescopage, un concours de circonstances. C'est un moment où aussi il cherche une pièce pour Pierre Boulez qui veut... monter un opéra, et il lit Ion Fosse, et puis il a cette commande du Louvre, et puis tout ça vient s'agglomérer en fait. On a plus l'impression dans son discours que voilà, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, au même moment, au Louvre, donc c'est une carte blanche, donc il y a une exposition qui s'appelle Des visages et des corps. Et ce qu'on comprend, c'est que ces fantômes ne sont pas les siens d'une certaine manière. Alors certes, il y rencontre et il y retrouve tous les siens. Néanmoins, ils sont très présents là au Louvre et ce n'est pas lui qui les a positionnés là. Ils sont là. Et c'est peut-être la spécificité de ce geste in situ, c'est que ce sont des fantômes qui sont là et qui sont très nombreux. Et j'avais une troisième question que j'ai oubliée sur donc plutôt l'introduction que vous aviez faite et le constat qui a été le vôtre que cette histoire était à faire, puisque la majorité des ouvrages que vous trouviez sur le sujet ne portaient pas spécifiquement sur le théâtre. Est-ce que donc qu'est-ce qui vous semble spécifique au théâtre justement, qui serait différent de pratiques qui viendraient plutôt des arts plastiques ou des arts visuels, ou de ce que Ardenne appelait l'art contextuel, ou vous avez mentionné sur cette question par exemple du public, de la temporalité, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent, quand vous nourrissez de ces autres ouvrages, ne pas répondre du tout à ce que vous pouvez vous poser comme question pour la création théâtrale? Je peux peut-être parler du point de départ. Au tout départ, pour ma part, quand j'ai commencé à travailler sur le in situ, c'est venu parce que je suis moitié muséologue, moitié théâtrologue, et donc j'ai travaillé sur la représentation donc dans les espaces de musée. Et le théâtre est ce qu'on trouvait finalement le moins, parce que c'était le moins facile. Et quand on va interroger les programmateurs en musée qui font donc une programmation culturelle qui va au-delà de la question de l'exposition, de la conférence, et qui veulent du spectacle vivant, ils le diront tous, c'est bien plus facile d'y mettre de la musique, parce que la musique ne se pose pas la question de la pertinence du propos, pas de la même façon. On peut se contenter d'une similitude de siècle, et encore, on peut jouer du contraste. Faire jouer du théâtre en musée, c'est fabriquer une rencontre de personnalités pleines et qui clashent, parce qu'il y a du texte, parce qu'il y a du propos, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une intrigue, et que le musée va être un lieu qui est lui-même plein d'histoires, d'intrigues, de propos, d'images, etc. La composition est donc complexe. Ce qui est spécifique du théâtre, c'est qu'il y a un espace dramatique. C'est vraiment ça qui joue. Dans la danse, on va travailler avec l'espace réel. La chorégraphie va s'emparer d'un espace tel qu'il est proposé, avec ses contraintes, avec ses difficultés, avec ses volumes, avec ses formes, avec la présence d'œuvres, avec tout ce que vous voulez. Elle n'arrive pas avec un espace chorégraphique, de la même façon que pour le théâtre, il y a un espace dramatique qui vient se positionner par rapport à cet espace qui est l'espace donné, l'espace réel dans lequel ça joue.
c'est là qu'on va avoir vraiment deux pôles tout à fait différents. Il va y avoir des choses qui s'écrivent à l'intérieur de ce paysage et qui confondent complètement l'espace dramatique avec l'espace réel. De l'autre côté, on va avoir des représentations hors les murs, dans lesquelles on va reconstituer une cage, une boîte noire, une cage de scène, et effacer totalement le paysage. Donc entre un paysage qui est entièrement présent, qui est presque seul d'un côté, et de l'autre côté un paysage qui a disparu sous la convention. Et ça peut être parce qu'on y a vraiment mis une cage de scène toute noire et des pendrillons partout, ou bien parce que le type de jeu fait qu'on fait complètement abstraction de l'espace et qu'on s'en fiche éperdument. C'est ce qui se passe avec un théâtre de Tréteau, par exemple, dans lequel on peut faire complètement abstraction du contexte. Entre les deux, on a cette zone dans laquelle on a des effets de rémanence de l'espace réel sous l'espace dramatique, quelle que soit la forme de cet espace dramatique, qui n'est pas forcément fictionnel du tout. Mais c'est cette zone-là qui nous intéresse, cet espace-là de superposition, et qui est vraiment lié à l'existence de cet espace dramatique. Voilà. Avec la musique, ça se passe pas de la même façon. Avec le geste plastique, ça se passe pas complètement de la même façon, même s'il y a des espaces de rencontre. Avec la performance aussi. Mais là, c'est vraiment une question de polarité et une question de dosage. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser sur la dimension, j'allais dire, dramatique du geste artistique dans d'autres formes artistiques, quelles qu'elles soient. Mais disons qu'on va simplement considérer là qu'on retrouve, nous, la même question théorique qui va se poser dans un certain nombre de gestes, alors dans des formes, notamment dans des formes performatives, qui travaillent avec cette dramaturgie-là, qui construisent un espace dramatique spécifique. Voilà. Je sais pas si... Ouais, enfin... moi, je pense aussi que ça vient d'un héritage de penser les arts de la scène de manière cloisonnée aussi, voilà, du théâtre de texte, du théâtre à l'intérieur du bâtiment, et puis de l'autre côté, il y a les arts de la rue, et puis, bon, évidemment, voilà, enfin, il y a quand même un lourd héritage qui est encore porté par... tout le réseau des scènes nationales, du subventionné, etc. Alors bien que ça fait voilà, des dizaines d'années quand même qu'il y a beaucoup plus de transversalité, d'hybridation, et qu'il y a aussi une prise de conscience du potentiel aussi de médiation envers les nouveaux publics. Enfin voilà, c'est aussi cette montée en puissance de la médiation. Parce qu'effectivement, dans ces types de spectacles, les artistes travaillent avec ceux et celles qui sont dans les bureaux. Enfin, ça, c'est assez aussi inédit pour aller faire des enquêtes de terrain, aller comprendre qui sont ces habitants de ce lieu, etc. Donc, je trouve aussi que c'est une forme théâtrale qui est aussi portée par une génération nouvelle. Enfin voilà, je vois, les étudiants et étudiantes sont très concernés par les formes in situ parce que les circuits du subventionné leur paraissent tellement éloignés, tellement inaccessibles que finalement aller jouer, faire du théâtre dehors ou dans des lieux qu'ils peuvent investir ou réinvestir, c'est une manière directe et aussi renouer avec un geste authentique, de renouer avec ce feu du théâtre, de faire du théâtre coûte que coûte, et en plus près des endroits où ils sont nés, où ils ont vécu, encore cette volonté de décentralisation et de de refaire du théâtre en ruralité, etc. Donc il y a aussi je trouve un vrai souffle aussi dans les très jeunes générations qui aspirent au in situ. C'est clair que pour ces très jeunes générations que tu évoques, il y a vraiment la convergence entre, d'une part, le désir de sortir des institutions, qui est un geste politique important pour eux, très clairement. Beaucoup disent, alors moi franchement je me vois pas à la tête d'un CDN plus tard, quoi, ça fait plus rêver. Donc il y a vraiment le désir de faire théâtre ailleurs et autrement, et aussi c'est des questions de formation, c'est des questions
d'évolution esthétique, une sensibilité très forte à l'hybridation des formes et donc à l'idée, c'est plus la génération de la roulotte pour qui aller au-devant, aller ailleurs, ça se faisait en emportant des formes de type théâtre de tréteau, dans lequel finalement il s'agissait de rendre accessible ce qu'il y avait à l'intérieur des salles. Là, il y a vraiment l'envie d'inventer autre chose et autrement. Et ça va donner, alors parfois, pas toujours, mais des formes d'interaction avec l'espace, avec les habitants, avec le territoire, et donc des formats qui vont davantage vers ce qu'on appellera le site spécifique ou le in situ. Ouais, puis l'écologie aussi, enfin voilà, il faut le nommer aussi, l'écologie, et puis voilà, cette volonté aussi de faire un théâtre social, quoi, de renouer avec la société et de faire un théâtre qui n'est pas ou plus séparé de la société. Ouais, je me permets de réagir là, comme ça rapidement, parce que je vais sûrement dire des bêtises, mais en vous écoutant, il y a plein de choses qui résonnaient avec, y compris des choses qu'on fait ici et moi qui me tiennent particulièrement à cœur. Est-ce que finalement ce que vous n'étiez pas en train de dire là juste à l'instant, de cette tendance ou de cet engouement, moi il y a deux choses qui m'apparaissent, mais peut-être est-ce une erreur. D'abord j'ai l'impression d'une espèce de retour aux sources, c'est-à-dire, alors sans parler du théâtre de tréteau, mais du théâtre pour le coup in situ, qui était un peu, je pensais, pardon, tout de suite Laure, mais je pensais à Molière qui jouait à Vaux-le-Vicomte dans la chambre de... Est-ce qu'il y avait une interaction ou pas entre le contexte ou pas, j'en sais rien, ou dans les jardins. Finalement, il n'y avait pas de ça, ou très peu, et on jouait beaucoup à l'extérieur. La question du contexte, et du contexte, là, je parlais un peu la langue des oiseaux, le texte avec, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant dans cette interaction que décrivait Aurélie tout à l'heure. Ça fuse dans les deux sens d'ailleurs, et dans les deux sens, j'étais frappé en vous écoutant, parce que je ne l'avais pas vu comme ça, sur l'importance qu'a pu avoir le théâtre in situ à propos du patrimoine. Il y a quand même le festival du Marais, Arc d'Avignon, c'est quand même pas rien non plus, c'est la création des PSNV. En vous écoutant, en vous regardant, je me disais, mais... Et effectivement, c'est un téléfilm, c'est du cinéma, mais je pensais à Piccoli dans les salles d'Arquesnan en ruine, dans les années 60. Et d'un coup, effectivement, je me disais, cette question de la révélation du lieu, alors, pour moi, je crois que c'est Aurélie qui parlait d'activation, d'activer, je parlais plutôt tendance à parler de révélation, mais c'est plutôt les arts visuels, là. D'un coup, c'est la photo qui émerge. Et alors, au-delà de tout ça, effectivement, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une dimension plus pluridisciplinaire à prendre? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on voit bien que ça recoupe, je vais dire peut-être des énormités, hein, mais le mouvement des tiers-lieux. Je pensais à Bouchin qui arrive dans un lieu en disant finalement, allez-y, occupez, jouez dedans, jouez avec, et puis on verra ce qu'on fait après. C'est-à-dire finalement pas de programme, mais on laisse les gens s'emparer des lieux, et que finalement ces formes théâtrales sont une forme d'appropriation, de révélation, d'interaction entre l'espace et puis un espace dramatique, effectivement. Et puis derrière tout ça, j'avais une autre ouverture. Alors, je pensais à Julie des Prairies aussi, à propos de la danse, évidemment. Les inventaires dansés. Complètement scénarise à partir du lieu. Hein. Elle documente d'abord et après elle fait jouer les corps, jouer les corps dans l'espace. Et puis autour de ça, on a eu il y a quelques années un colloque sur les intérieurs, et il y a une sociologue, Nadia Monet, qui avait parlé de... Elle est à Marseille, à l'école d'archi de Marseille, du rapport des jeunes gens elle et d'autres aussi, je pense à Pamela Scorzine, sur le rapport aux réseaux sociaux, où l'espace des ados, par exemple la chambre, devenait un lieu de mise en scène de soi-même, qui devenait effectivement... alors c'est un lieu de jeu, c'est un lieu scénique, filmé, etc. Et puis par extension, effectivement, je pensais aux escape games, les gens finissent par être acteurs eux-mêmes, enfin voilà. Et du coup, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de se nouer, et je pense qu'effectivement, vous avez un sujet qui est absolument passionnant, parce qu'il a plein de ramifications, y compris là, ici, à Camondo, quoi, quand on travaille avec le contexte, ou les contextes, c'est les contextes matériels aussi, ce sont des gens qui s'installent dans des lieux existants, et qui vont les révéler d'une certaine manière, et jouer avec. Alors c'est moins éphémère, encore pas non plus de temporalité pour l'éternité,
En tout cas, il y a des choses assez similaires. Et je trouve que les passerelles, comme toujours d'ailleurs dans ce séminaire, hein, les passerelles entre le monde du spectacle, le monde des musées, et puis ce qu'on fait ici, le design, l'architecture intérieure, il y a des vraies correspondances et des vrais enrichissements possibles. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Je vais en piocher un petit truc ou l'autre. Tu as évoqué les ados qui jouent dans leur chambre et qui se montrent, voilà, et qui en font quelque chose. Alors c'est vrai que la question de la vidéo a beaucoup changé les choses. Ça me fait penser à un dispositif qui avait été mis en place par le National Theatre Scotland, donc grand théâtre qui s'appelle le théâtre sans mur et qui a fait beaucoup de choses autour de la question du in situ, bon, qui est lié au festival d'Édimbourg, c'est pas très surprenant, et notamment une forme qui était, je crois que c'était le 5-minute theatre, et qui était la proposition que toutes sortes de gens fassent une proposition artistique de 5 minutes là où ils sont, en se filmant et donc ensuite en collationnant ça pour faire un site, donc pour faire une espèce de patchwork comme ça. Alors dans un théâtre qui apporte beaucoup des formes in situ, ça a donné des choses assez extraordinaires avec absolument tout et son contraire. Et la question du in situ, il y a quelques mois, on m'avait posé s'est posé la question du in situ comme le remède à la catastrophe du Covid, avec cette idée un peu folle qu'en sortant des théâtres, on serait vachement moins contagieux. Alors, c'est très mal connaître les formes et évidemment très mal connaître les phénomènes d'attroupement des publics. Donc, c'était un peu un fantasme comme ça. Mais ce qu'il y avait derrière aussi, c'est que le risque, c'est à la fois la chance et le risque de cet engouement pour le in situ. C'est celui d'un théâtre à petits moyens, d'un théâtre à l'économie, d'un théâtre pour lequel on n'aurait pas besoin de grand-chose. On a parlé de cette question du confort au début et du fait de sortir et de se priver des équipements, mais ça peut être aussi priver l'autre des équipements. C'est fais comme tu peux, là où tu peux. Alors ça permet de commencer avec pas grand chose, ça permet d'inventer des mondes entiers à partir de là où on est au départ et quand on monte sa jeune compagnie, de le faire avec des moyens pauvres qui résultent pas toujours d'un désir d'esthétique pauvre, disons. C'est aussi un impératif qui est parfois imposé aux artistes à qui on va demander des projets de territoire et qui vont essayer de s'en sortir par le haut en s'emparant des possibles du in situ, alors même que ce n'est pas nécessairement leur première démarche. Derrière cet engouement, voilà, il y a aussi un ensemble de contraintes, un ensemble de pressions qui sont pas toujours désirées et voulues. Alors d'où l'importance d'être capable de présenter un répertoire, des choses qui ont déjà été faites. Mon expérience en atelier sur le in situ, c'est quand même que plus encore qu'ailleurs, on redécouvre la pâquerette et l'eau tiède toutes les 20 secondes, quoi. C'est tellement... ça passe toujours par cette phase d'émerveillement de ce qui est déjà là et qui était tellement incroyable, cette faille, cette fissure dans le mur que j'avais jamais vue, qui est incroyable. Bon, ça ne peut pas prendre toute la place et il faut nourrir un imaginaire, construire un espace double, dramatique et réel à la fois, avec cet effet d'écho et cette force-là. Cette force-là, elle peut être aussi ça peut être complètement plat. Donc il faut nourrir ça, et ça se nourrit aussi avec une culture, une connaissance des possibles, une conscience de l'ensemble de ce que ça peut mobiliser. Ça demande aussi un investissement qui peut être très important en termes de production. Et donc... il faut avoir conscience de l'extrême richesse des possibilités et en même temps de la complexité des enjeux et des moyens que ça va supposer. Oui, et dans le cas du théâtre, ça me fait penser ce que tu dis là, en effet, ce que tu évoquais tout à l'heure de l'espace dramatisé ou de l'espace symbolique. Et donc, en effet, tu montrais l'exemple de Castellucci dans la cour d'honneur. Voilà, là, on a un exemple, je trouve tout à fait...
qui sont de ce retournement de l'espace par un simple geste qui fait que soudainement, en effet, le regard passe d'un espace, d'un type de relation à l'espace à un autre, juste par un principe enfin, juste par justement quelque chose de l'ordre de la dramatisation. Et je pensais aussi, on l'évoquait la dernière fois, c'est marrant, à ce même lieu, et à la scénographie d'Anna Gebrock pour Papeur la Pape de Martha Lehr, où tout à coup, ce geste d'intervention de mettre des fausses clims et des fenêtres en PVC dans la cour d'honneur du Palais des Papes, en effet, va donner un autre statut au lieu quand on y revient peut-être après coup, plus encore que dans le temps même de la représentation. Donc ça, ce sont des gestes où en effet on voit bien, comme tu dis, qu'il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude là, et de penser justement en lien avec un espace qui est dramatisé par ce qui s'y joue, et pas juste qui va trouver son, sa force par ce que le lieu lui-même qui est la même question qu'on peut se poser avec... non mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est autre chose. Puis il est déjà très tard, je crois. Donc, s'il n'y avait pas d'autres réactions de votre part ou questions, tout ça, on voit bien en effet que c'est un sujet qui mériterait aussi d'aller rejoindre les élèves de Belleville enfin bon, c'est tout à fait intéressant. Pour plein d'aspects, ces liens que tu mentionnais avec l'architecture. On vous remercie encore une fois. Merci beaucoup pour votre présence. Et on est ravis que ça ait pu enfin avoir lieu, cette séance. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et